3 syllabes. Markovic. Aujourd'hui, je vous propose de vous plonger dans une histoire qui a vu trembler la France jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir. Entre célébrités, crimes et politique, je vous propose de découvrir l'affaire Markovic. Tout commence le 1er octobre 1968. Dans une décharge des Yvelines, un ferrailleur repère un sac en toile de jute. Et lorsqu'il ouvre ce sac, il trouve un cadavre. Suite au signalement du corps, la police retrouve l'identité de l'homme décédé. Il s'appellerait Stefan Markovic, un truand de nationalité yougoslave. Jusque-là, on peut penser que c'est un règlement de compte. Mais quelque chose étonne quand même les inspecteurs. Stefan Markovic, il fréquentait beaucoup de monde du showbiz parisien. Et notamment une étoile montante que vous connaissez toutes et tous, Alain Delon. Stefan Markovic était même le garde du corps d'Alain Delon. Ses fréquentations ne passent donc pas inaperçues dans l'affaire et par la suite, plusieurs témoignages sont amenés à l'enquête, sans que rien ne permette réellement de faire avancer cette dernière. Cependant, et très vite, des éléments de l'affaire commencent à fuiter dans la presse nationale. On commence à dire que Markovic organisait des parties fines, parmi lesquelles aurait participé la femme d'un ancien membre du gouvernement. Pour l'instant, ce n'est que des rumeurs. Jusqu'au jour où un certain Akov, un homme yougoslave incarcéré à la prison de Fresnes, demande à parler aux inspecteurs de l'affaire. Il raconte qu'il a participé à une de ces parties fines organisées par Markovic et qu'il y aurait croisé la femme du Premier ministre. Pour vous remettre dans le contexte, à ce moment-là, le général de Gaulle est président de la République et son Premier ministre, qui vient juste de quitter son poste, ce n'est autre que Georges Pompidou et sa femme Claude Pompidou. Vous vous rappelez quand je vous parlais de la presse qui disait que la femme d'un ancien membre du gouvernement était liée à cette affaire Markovic? Eh bien maintenant, ça ne fait plus aucun doute. Cette femme, c'est Claude Pompidou. Akov présente des photos à l'appui pour soutenir ses dires, mais au risque de vous embarrasser, ces photos sont toutes fausses et Akov retire son témoignage. Les enquêteurs, qui de toute façon ne le croyaient pas, partent sur la seule piste vraiment plausible du meurtre, un règlement de compte mafieux. Seulement, voilà. L'histoire a pris de l'ampleur et on en parle de partout dans Paris et Claude Pompidou est prise pour cible sans même le savoir. Oui, car la famille Pompidou, au même moment, elle est partie passer ses vacances de la Toussaint en campagne, bien loin de la capitale. Sauf que Georges Pompidou, ancien Premier ministre et successeur quasi désigné du général de Gaulle, s'est fait des ennemis en politique, dont un certain ministre de la Justice, René Capitan. Lorsque René Capitan apprend cette affaire, il n'informe pas Pompidou, mais directement le Premier ministre, qui est alors Maurice Couve de Murville, qui fait remonter le dossier au président de la République, celui que Georges Pompidou aime appeler mon général, Charles de Gaulle. Le général convoque aussitôt le secrétaire général de l'Élysée, Bernard Fricot, pour en savoir plus, et les faits ne l'étonnent qu'à moitié. Car la famille Pompidou a récemment pris l'habitude de passer ses vacances à la jet set. Aussitôt, c'est le branle-bas de combat. Le président de la République organise une réunion dans le salon doré de l'Élysée où ils sont conviés Couve de Murville, le Premier ministre, Raymond Marcellin, le ministre de l'Intérieur et bien évidemment le ministre de la Justice, René Capitan. Le général prend très vite deux décisions. De une, l'enquête doit se poursuivre et de deux, Couve de Murville doit informer Georges Pompidou de l'affaire. Sauf que l'ordre qu'a donné le général ne sera jamais respecté. Couve de Murville ne passera jamais l'information à Georges Pompidou, ce qui fera encore grossir les traits de l'affaire. Ce n'est que quelques temps plus tard que Jean-Luc Javal va décider de parler à Georges Pompidou. Il lui dit: il faut que vous sachiez quelque chose que personne d'autre n'ose vous dire. La femme d'un ancien Premier ministre dont tout le monde parle, vous savez, à propos de cette affaire Markovic, eh bien, c'est votre femme. Ma femme? Mais enfin, c'est de la folie, répond Georges Pompidou. Avant d'aller plus loin, il faut que je vous explique un peu la relation entre Claude Pompidou et Georges Pompidou. Ils sont deux intellectuels, des personnes extrêmement cultivées. Georges était professeur de lettres, alors que Claude, elle, était une très grande amatrice d'art. Claude était éperdument amoureuse de son époux et la réciproque était totalement vraie. Pour celle que Georges appelait Bibiche. Lorsque Georges apprend donc cette histoire, il est évidemment bouleversé. Il dira lui-même dans ses mémoires: rarement ai-je été aussi près du désespoir. Le couple est cependant soudé et Georges Pompidou organise la contre-attaque. Il réunit son cercle de fidèles à la Tour Maubourg, dont le jeune Jacques Chirac à l'époque. Tous les éléments portent à croire que c'est le SDEC, le service de renseignement de l'époque, qui a organisé le coup et qui entretient toutes ces rumeurs. Oui, parce que je dois vous rappeler que maintenant tout est faux. Toutes les preuves ont été démenties et aucun témoignage n'est valable. Il n'y a plus que des rumeurs qui vivent encore et malheureusement ces rumeurs deviennent réalité pour le grand public et ceux qui en payent les frais, c'est le couple
Pompidou. Maintenant, le but pour les deux époux, c'est de faire éclater cette bulle de mensonges. Pour ça, ils demandent un entretien à l'Élysée avec le général de Gaulle qui reçoit Georges Pompidou dans la plus grande discrétion. Face au général de Gaulle, Pompidou s'explique. Il dit qu'il est navré qu'aucun des membres du gouvernement ne se soit comporté en homme d'honneur et suite à ces paroles, le général laisse un silence et dit « Mais je n'ai jamais cru à tout ça, j'ai demandé qu'on vous prévienne ». Aussitôt, le général décide de faire cesser toute enquête sur la famille Pompidou et qu'on trouve le fin mot de cet assassinat. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Marc-Antony, un truand qui fricotait avec Markovitch, est inculpé pour l'assassinat de ce dernier et pour se défendre, il invente avoir mangé avec la famille Pompidou chez Alain Delon et son avocat demande que le couple Pompidou soit auditionné. Les rumeurs recommencent donc aussitôt et cette fois-ci, ça en est trop pour Georges Pompidou qui demande un soutien public du président de la République. Ce dernier sera obtenu et devant toute la presse, le couple Pompidou est invité à dîner à l'Élysée à la table du couple présidentiel. Ainsi, René Capitan s'excuse publiquement en affirmant que dès à présent, la justice fera son devoir sans écouter aucune rumeur. Cette sordide histoire n'avait d'autre but que d'enterrer la carrière politique de Georges Pompidou en s'attaquant à son épouse, mais c'est tout le contraire qui s'est passé. Car quelques mois plus tard, le général de Gaulle démissionne et après une élection présidentielle avec 58% des suffrages exprimés, Georges Pompidou devient le deuxième président de la Ve République. Voilà, nous arrivons au terme de notre affaire. J'espère que cette vidéo aura pu vous plaire. Alors ici, j'ai essayé de mélanger deux aspects, un peu l'aspect récit, narratif, et le côté histoire, évidemment, qui est la base de ma chaîne. Ça m'intéresse toujours d'avoir vos avis sur la vidéo, comme ça me permet un peu de m'ajuster pour les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à laisser votre avis dans l'espace commentaire, et aussi à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle page d'histoire. Portez-vous bien.